Un policier met le feu aux vêtements d'un enfant noir, sans savoir qui était sa mère. Salut tout le monde. Avant de plonger dans cette histoire poignante, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. De quelle ville nous regardez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. Maintenant, préparez-vous à une histoire qui vous tiendra en haleine. Dans la chaleur étouffante d'un après-midi de juillet dans une banlieue parisienne, Amadou, un garçon noir de 12 ans, jouait insouciant avec ses amis dans une rue étroite bordée d'immeubles défraîchis. Leur rire résonnait contre les murs, contrastant avec la tension latente qui imprégnait le quartier. La mère d'Amadou, Mariama Diallo, était une figure respectée dans la communauté, une brillante avocate connue pour défendre les droits des résidents contre les abus d'autorité. À ce moment-là, elle était dans son bureau de fortune, préparant un nouveau dossier contre les violences policières qui sévissaient dans le quartier. Pendant ce temps, le sergent Laurent Dubois patrouillait dans le quartier dans sa voiture de police, son visage durci par des années de service et des préjugés enracinés. Ses yeux vigilants se fixèrent sur le groupe d'enfants, particulièrement sur Amadou. Soudain, un cri déchira l'air. « Ô voleur! Attrapez le voleur !» Une vieille dame pointait frénétiquement du doigt un jeune homme qui courait vers le groupe d'enfants. Le sergent Dubois, sans hésiter, freina brusquement et sauta de la voiture, dégainant son arme. Dans la confusion qui s'ensuivit, Amadou se retrouva au milieu du tumulte. Le véritable suspect avait déjà disparu, mais le sergent Dubois, aveuglé par la colère et les préjugés, saisit Amadou par le bras avec une force brutale. « Tu vas apprendre à ne pas voler, petit voyou !» cria le policier, sa voix chargée de haine. Dans un acte de violence choquant, il sortit un briquet de sa poche et l'alluma dangereusement près du t-shirt d'Amadou. Le temps sembla se figer. Les yeux écarquillés d'Amadou reflétaient la lueur de la flamme, tandis que ses amis regardaient, paralysés d'horreur. L'odeur de tissu brûlé commença à se répandre, se mêlant aux cris étouffés des enfants et aux jurons du sergent Dubois. Personne ne savait qu'à quelques pâtés de maison de là, Mariama venait de quitter son bureau, se hâtant de rentrer chez elle, impatiente de voir son fils. Elle n'avait aucune idée du cauchemar qu'elle allait bientôt rencontrer. Alors que les flammes commençaient à lécher les vêtements d'Amadou, une voix autoritaire et familière trancha l'air comme un couteau. « Arrêtez immédiatement !» C'était Mariama qui venait d'arriver sur les lieux, ses yeux lançant des éclairs de fureur en voyant son fils dans les mains du policier. Le sergent Dubois, surpris, lâcha Amadou, qui courut en trébuchant dans les bras de sa mère. Pour la première fois, le policier sentit un frisson parcourir son échine en reconnaissant l'avocate redoutée par toute la police. La tension dans l'air était palpable. Les habitants du quartier commencèrent à se rassembler, des murmures d'indignation s'amplifiant. Des téléphones portables étaient pointés sur la scène, capturant chaque moment de l'incident. Mariama, tenant toujours fermement Amadou, regarda fixement le sergent Dubois. Sa voix, bien que basse, portait le poids d'une promesse. « Cela ne restera pas impuni, sergent. Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de déclencher. » L'air semblait chargé d'électricité, la promesse de représailles planant sur tous les présents. Que va-t-il se passer ensuite? Comment Mariama réagira-t-elle à cet acte de violence contre son propre fils? Et quelles seront les conséquences pour le sergent Dubois et pour la communauté dans son ensemble? La banlieue où vivaient Amadou et Mariama était une mosaïque d'histoire, d'espoir et de lutte quotidienne. Des rues étroites serpentaient entre des immeubles modestes, certains délabrés, d'autres peints de couleurs vives, défiant l'oppression de la pauvreté. C'était un endroit où la solidarité des résidents contrastait avec la négligence des pouvoirs publics. Mariama Diallo, 38 ans, portait dans ses yeux la détermination de quelqu'un qui avait connu l'injustice dès son plus jeune âge. Fille d'immigrés sénégalais, elle avait étudié la nuit, travaillé le jour et obtenu son diplôme de droit à force de ténacité. Sa peau noire et ses cheveux tressés étaient une source de fierté, un symbole de résistance dans un monde qui tentait souvent de la rabaisser. Le bureau de Mariama, improvisé dans une pièce de son appartement, était un sanctuaire d'espoir pour beaucoup. Les murs, tapissés de livres de droit et d'affiches sur les droits de l'homme, témoignaient des innombrables batailles juridiques qu'elle menait quotidiennement. Là, entre les dossiers et les pétitions,
Elle luttait non seulement pour la justice, mais pour la dignité de toute une communauté. Amadou, son fils unique, était le centre de son monde. À 12 ans, le garçon manifestait déjà la même curiosité et le même sens de la justice que sa mère. Intelligent et charismatique, Amadou était apprécié de tous dans le quartier. Sa peau foncée et ses yeux brillants, hérités de sa mère, contrastaient avec un large sourire qui illuminait n'importe quelle pièce. À l'école, Amadou se distinguait non seulement par ses notes, mais aussi comme médiateur de conflits entre ses camarades. Il rêvait de devenir juge un jour, inspiré par les histoires qu'il entendait sa mère raconter sur les injustices qu'elle combattait. Mais comme tout enfant de son âge, il aimait aussi jouer dans la rue avec ses amis, faire du foot et collectionner des cartes de joueurs. De l'autre côté de cet univers se trouvait le sergent Laurent Dubois, 45 ans, vétéran de la police nationale. Son visage, marqué par des rides prématurées, racontait l'histoire d'une vie dure et de choix difficiles. Fils d'un père alcoolique et violent, Dubois était entré dans la police en quête d'ordre et de respect, mais des années de service dans des zones de conflit avaient endurci son cœur. Dubois vivait seul, dans un petit appartement du centre-ville. Ses murs, décorés de médailles de bravoure et de photos d'anciens collègues en uniforme, étaient les témoins silencieux d'une carrière construite sur la conviction que le monde se divisait entre nous et eux. Pour Dubois, la loi était un outil à imposer, non un idéal à respecter. Dans le quartier, la présence du sergent Dubois était redoutée. Sa voiture de patrouille, une Renault Mégane blanche aux bandes bleues de la police nationale, était vue comme un présage de problème. Les habitants avaient appris à se disperser à son approche, craignant ses interventions agressives et souvent discriminatoires. La tension entre la communauté et la police n'était pas nouvelle. Des années d'opérations violentes, d'abus d'autorité et de cas de corruption avaient créé un abîme de méfiance. Mariama était en première ligne de cette bataille, utilisant la loi comme son arme pour protéger les droits des résidents. L'incident avec Amadou n'était pas un événement isolé, mais l'étincelle qui allait enflammer un conflit longtemps couvé. Les rues du quartier, autrefois théâtre de jeux d'enfants et de conversations entre voisins, devenaient maintenant le décor d'une bataille plus large pour la justice et la dignité. Alors que Mariama serrait son fils tremblant dans ses bras, ses yeux croisèrent ceux du sergent Dubois. À ce moment, deux visions du monde entraient en collision. D'un côté, la lutte inlassable pour les droits et l'égalité. De l'autre, la croyance en un ordre maintenu par la force et la peur. Le quartier entier semblait retenir son souffle. Les résidents se massaient aux fenêtres et sur les trottoirs, témoins silencieux d'un moment qui promettait de changer le cours de leur vie. L'air était chargé non seulement de l'odeur de tissu brûlé, mais de la promesse d'une transformation imminente. À mesure que la nouvelle de l'incident se répandait comme une traînée de poudre, il devenait clair que les conséquences iraient bien au-delà de cette rue. La communauté, longtemps réduite au silence, semblait prête à élever sa voix. Et au centre de cette tempête se trouvaient Mariama, Amadou et le sergent Dubois, trois vies entrelacées par un acte de violence qui allait déclencher une vague de changements imprévisibles. La scène était prête pour une confrontation qui allait ébranler les fondations du quartier, exposant les plaies ouvertes d'une société divisée et inégalitaire. Les conséquences de cette rencontre fatidique allaient résonner bien au-delà de cet après-midi torride, déclenchant une série d'événements qui mettraient à l'épreuve les limites de la justice, de la compassion et de la vengeance. Le soleil se couchait lorsque Mariama, avec Amadou encore tremblant dans ses bras, entra dans le commissariat du 18e arrondissement. Le bourdonnement habituel du poste de police cessa momentanément, tous les regards se tournant vers l'avocate déterminée et son fils visiblement secoué. « Je veux déposer une plainte contre le sergent Laurent Dubois pour abus d'autorité et tentative de coups et blessures sur mineurs », déclara Mariama, sa voix ferme, résonnant dans le hall. L'officier de garde, la reconnaissant, hésita un instant avant de commencer à taper. Pendant ce temps, dans les rues de la banlieue, la nouvelle de l'incident se répandait comme une traînée de poudre. Des groupes de résidents commençaient à se former au coin des rues, partageant des vidéos enregistrées par des témoins.
L'indignation grandissait à chaque visionnage des images choquantes du sergent Dubois, allumant son briquet près des vêtements d'Amadou. Au siège de la police nationale, le commissaire divisionnaire Élise Mercier, supérieur direct de Dubois, regardait les mêmes images avec une expression grave. « Ça va être un cauchemar médiatique », murmura-t-elle, saisissant son téléphone pour convoquer une réunion d'urgence. Le sergent Dubois, maintenant conscient de la tempête qu'il avait déclenchée, s'était réfugié dans son appartement. Assis dans la pénombre, une bouteille de whisky à moitié vide devant lui, il rejouait mentalement les événements de la journée. Une partie de lui savait qu'il avait franchi une ligne, mais une autre partie, endurcie par des années de service, refusait d'admettre son erreur. Le lendemain matin, l'histoire faisait la une des journaux locaux. Un policier tente de mettre le feu à un enfant en banlieue. Les réseaux sociaux explosaient avec des hashtags comme Quelle justice pour Amadou et douche policière incendiaire. La pression pour une réponse officielle augmentait de minute en minute. Mariama, anticipant la bataille à venir, convoqua une conférence de presse improvisée devant sa maison. Avec Amadou à ses côtés, elle parla avec éloquence de l'historique des abus policiers dans le quartier et de la façon dont l'incident avec son fils n'était que la partie émergée de l'iceberg. « Nous ne cherchons pas seulement justice pour Amadou », déclara Mariama, sa voix chargée d'émotion et de détermination. « Nous exigeons une refonte complète des politiques de sécurité publique et de la formation policière. Assez de violence contre notre communauté !» Ces paroles résonnèrent au-delà de la banlieue, atteignant les couloirs du pouvoir. Le maire de Paris, pressé par l'opinion publique, annonça la création d'une commission spéciale pour enquêter sur l'affaire et revoir les protocoles d'intervention policière. Pendant ce temps, au sein de la police, une bataille silencieuse se déroulait. Certains officiers, embarrassés par l'action de Dubois, plaidaient pour des sanctions sévères. D'autres, craignant le précédent que cela pourrait créer, argumentaient pour une approche plus clémente. Le sergent Dubois, convoqué pour témoigner, arriva à l'inspection générale de la police nationale, IGPN, escorté et tête basse. Dans les couloirs, ses collègues l'évitaient, comme si sa faute était contagieuse. Dans sa déclaration, il tenta de justifier ses actions comme un malentendu et un moment de confusion, mais ses mots sonnaient creux face aux preuves visuelles. Dans la communauté, l'incident avait réveillé un sens de l'unité longtemps endormi. Dirigés par Mariama, les résidents organisaient des manifestations pacifiques, exigeant non seulement la punition du sergent Dubois, mais des changements structurels dans la relation entre la police et la banlieue. Amadou, encore traumatisé par l'incident, trouvait du réconfort dans le soutien de la communauté. Ses amis et voisins l'entouraient d'attention et il commençait à comprendre le pouvoir de sa propre histoire. Avec les conseils bienveillants de sa mère, il accepta de donner une interview à un journal local, sa jeune voix portant un poids au-delà de ses années. « Je voulais juste jouer avec mes amis », dit Amadou, ses grands yeux reflétant un mélange de peur et de détermination. « Maintenant, je veux qu'aucun autre enfant ne vive ce que j'ai vécu. » Au fil de la semaine, l'affaire prenait des proportions nationales. Des experts en sécurité publique, des militants des droits de l'homme et des politiciens de tous bords pesaient sur la question. Ce qui avait commencé comme un incident isolé un samedi après-midi devenait rapidement un catalyseur pour un débat national sur le racisme, les violences policières et les droits des communautés marginalisées. Mariama, désormais une figure reconnue à l'échelle nationale, partageait son temps entre s'occuper d'Amadou, diriger les manifestations locales et donner des interviews aux médias. Elle savait que c'était un moment crucial, une rare opportunité de provoquer de réels changements. Au centre de ce tourbillon, le sergent Dubois attendait son sort, isolé et de plus en plus conscient du poids de ses actions. La décision concernant sa punition, encore en suspens, promettait d'être un tournant non seulement pour lui, mais pour toute la structure de la sécurité publique dans la ville. À mesure que la tension montait, il devenait clair que l'issue de cette affaire aurait des répercussions bien au-delà du quartier où tout avait commencé.
La communauté, la police et la société dans son ensemble étaient sur le point de faire face à un moment de vérité, un point de non-retour qui exigerait de tous une profonde réflexion sur la justice, l'égalité et le véritable sens du service et de la protection. Alors que l'affaire d'Amadou prenait de l'ampleur au niveau national, plusieurs intrigues secondaires commencèrent à se développer, ajoutant des couches de complexité à la situation déjà tendue. Au commissariat, le commandant Sophie Leroux, une femme d'âge moyen connue pour son intégrité, faisait face à un conflit intérieur. Amie de longue date du sergent Dubois, elle se trouvait déchirée entre la loyauté personnelle et le devoir professionnel. Lors d'une conversation tendue avec son mari, elle confia « Comment puis-je juger un homme que je connais depuis 20 ans pour un moment d'erreur ?» Son mari, un professeur de lycée, répondit simplement « Et comment peux-tu ne pas juger un homme qui a failli brûler un enfant ?» Pendant ce temps, à la mairie de Paris, une discussion animée avait lieu. Le directeur de la communication, Jean-Pierre, plaidait pour le licenciement immédiat de Dubois, visant à calmer l'opinion publique. « C'est une question d'image, Madame le maire. Nous devons montrer une action rapide. » Le préfet de police, cependant, mettait en garde contre les risques d'une décision précipitée. « Si nous agissons sans procédure régulière, nous risquons une rébellion dans les rangs. » La maire, sentant le poids de la décision, savait que tout choix aurait des conséquences significatives pour sa carrière politique. Dans la communauté, une intrigue secondaire inattendue émergea lorsque Madame Dupont, la vieille dame qui avait crié au voleur le jour de l'incident, chercha Mariama. Consumé par la culpabilité, Dupont confessa entre deux sanglots « Je n'étais même pas sûr que c'était vraiment un voleur. J'ai eu peur et j'ai crié sans réfléchir. » Ce nouvel élément ajoutait une couche de complexité morale à l'affaire, soulevant des questions sur la responsabilité collective et les dangers des jugements hâtifs. À l'école d'Amadou, ses camarades de classe géraient les répercussions de l'incident de diverses manières. Certains, inspirés par le courage d'Amadou, formèrent un groupe d'étudiants contre les violences policières. D'autres, enfants de policiers, se sentaient isolés et injustement jugés, créant une tension palpable dans l'environnement scolaire. Les médias locaux, représentés par la journaliste d'investigation Léa Moreau, commencèrent à creuser plus profondément dans l'histoire du sergent Dubois. Elle découvrit un schéma de plaintes antérieures contre lui, toutes classées sans suite. Pourquoi ces plaintes ont-elles été ignorées pendant si longtemps ? S'interrogeait Léa dans son blog, soulevant des soupçons de corruption ou de négligence au sein de la police. À l'hôpital local, le docteur Thomas, qui avait soigné Amadou, faisait face à un dilemme éthique. Les brûlures du garçon, bien que légères, pourraient laisser des cicatrices. Le médecin se demandait s'il devait exagérer la gravité des blessures dans son rapport pour s'assurer que l'affaire soit prise au sérieux. Sa conscience professionnelle luttait contre son désir de justice. Une intrigue secondaire inattendue surgit lorsque Malik, un jeune rappeur local, sortit une chanson virale sur les réseaux sociaux narrant l'incident. La chanson, avec ses paroles percutantes et son rythme accrocheur, devint rapidement un hymne non officiel du mouvement, amplifiant encore la visibilité de l'affaire. À l'église du quartier, le père Antoine se retrouva au centre d'un débat moral. Certains paroissiens lui demandaient de condamner publiquement l'acte du sergent Dubois, tandis que d'autres argumentaient sur l'importance du pardon chrétien. Le prêtre, dans ses sermons, essayait d'équilibrer le message de justice avec celui de la compassion, reflétant la complexité morale de la situation. Dans un développement surprenant, Claire, l'ex-femme du sergent Dubois, contacta Mariama. Elle révéla des années de comportement abusif de Dubois à la maison, s'offrant à témoigner de son tempérament violent. Cette révélation ajoutait une nouvelle dimension au profil du sergent, soulevant des questions sur l'intersection entre violence domestique et brutalité policière. À mesure que ces intrigues secondaires s'entrelaçaient, il devenait clair que l'incident avait touché des nerfs à vif de la société, révélant des tensions et des contradictions longtemps ignorées. Chaque nouvelle révélation, chaque décision prise, chaque opinion exprimée contribuait à un tableau de plus en plus complexe, défiant les notions simplistes de bien et de mal.
La pression du temps s'intensifiait. Une décision sur le sort du sergent Dubois devait être prise, et rapidement. Mais avec tant de voix réclamant l'attention, tant de perspectives à considérer, le chemin vers la justice semblait de plus en plus nébuleux. Comment Mariama, Amadou et la communauté navigueraient-ils dans ce labyrinthe d'émotions, d'intérêts et de conséquences imprévues? Le point de bascule arriva un mercredi pluvieux, exactement 10 jours après l'incident. La ville était en suspens, attendant la décision de l'IGPN sur le sort du sergent Dubois. Cependant, ce matin-là, une série d'événements inattendus allait changer drastiquement le cours de l'histoire. Tout commença lorsqu'une vidéo anonyme fut envoyée à Léa Moreau, la journaliste d'investigation. Les images, capturées par une caméra de sécurité, montraient le moment exact de l'incident avec Amadou, mais sous un angle différent. Cette nouvelle vidéo révélait un détail crucial qui était passé inaperçu. Quelques secondes avant d'aborder Amadou, le sergent Dubois avait reçu un appel sur son téléphone personnel. Léa, reconnaissant l'importance de cette découverte, contacta immédiatement Mariama. Ensemble, elles décidèrent de porter l'information directement au commissaire divisionnaire Mercier, qui ordonna une enquête immédiate sur les relevés téléphoniques de Dubois. Ce qui suivit fut une cascade de révélations qui ébranlèrent les fondations de la police. Les relevés montrèrent que l'appel reçu par Dubois provenait d'un numéro associé à un trafiquant de drogue connu dans la région. De plus, une analyse détaillée de l'historique des appels de Dubois révéla un schéma de communication avec divers éléments criminels au cours des derniers mois. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Ce qui avait commencé comme une affaire d'abus policiers se transformait maintenant en un scandale de corruption aux proportions inimaginables. Le sergent Dubois n'était pas seulement un policier violent, il était une pièce dans un puzzle beaucoup plus vaste de corruption et de collusion avec le crime organisé. Alors que la ville digérait ces nouvelles informations, Amadou, inspiré par le courage de sa mère et le soutien de la communauté, prit une décision surprenante. Il demanda à s'exprimer publiquement lors d'une conférence de presse organisée à la hâte. Avec les caméras braquées sur lui et sa mère à ses côtés, Amadou, d'une voix tremblante mais déterminée, partagea son histoire. Il parla non seulement de la terreur qu'il avait ressentie ce jour-là, mais aussi de ses rêves d'un avenir meilleur, d'une communauté où les enfants comme lui pourraient jouer sans crainte. « Je ne veux pas de vengeance », dit Amadou, surprenant tout le monde. « Je veux du changement. Je veux que d'autres policiers voient ce qui s'est passé et choisissent d'être différents. Je veux qu'ils nous protègent vraiment. » Les paroles du garçon, diffusées en direct dans tout le pays, touchèrent les cœurs et les esprits d'une manière qu'aucun discours politique ou analyse juridique n'avait réussi à le faire. L'innocence et la sagesse dans son discours créèrent un moment de clarté collective. Pendant ce temps, le sergent Dubois, confronté aux preuves de sa corruption, s'effondra. Dans un moment de désespoir, il tenta de fuir la ville, mais fut arrêté à un barrage routier. L'image de l'ancien sergent respecté menotté par ses propres collègues devint un puissant symbole de la chute de l'ancien ordre. La maire de Paris, réalisant l'ampleur du moment, convoqua une réunion d'urgence avec les leaders communautaires, y compris Mariama. Pour la première fois, des représentants de la banlieue étaient assis à la table des décisions, leur voix non seulement entendue, mais activement recherchée. Lors de cette réunion, naquit une proposition de réforme radicale du département de police de la ville. Les changements incluraient non seulement un nouveau système de supervision et de responsabilité, mais aussi des programmes de formation aux droits de l'homme et aux relations communautaires pour tous les officiers. La communauté, galvanisée par ce tournant inattendu des événements, organisa une veillée aux chandelles devant le commissariat. Ce qui avait commencé comme une protestation se transforma en une célébration prudente de l'espoir. Résidents, militants et même quelques policiers progressistes s'unirent, partageant des histoires et des visions pour un avenir meilleur. Mariama, debout au milieu de la foule, avec Amadou à ses côtés, regarda autour d'elle et vit quelque chose qu'elle n'attendait pas, le début d'un véritable changement.
Elle savait que la route à venir serait longue et difficile, mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentait qu'ils étaient sur la bonne voie. Alors que la nuit tombait sur la ville, un sentiment palpable de transformation flottait dans l'air. L'affaire qui avait commencé par un acte de violence contre un enfant s'était transformée en une opportunité de réécrire les règles d'engagement entre la police et la communauté. Le point de bascule n'était pas seulement la chute d'un officier corrompu ou l'exposition d'un système défaillant. Il s'agissait de l'éveil de toute une communauté à son propre pouvoir et à la possibilité réelle d'un changement systémique. Alors qu'Amadou s'endormait cette nuit-là, épuisé mais plein d'espoir, Mariama restait éveillée, planifiant les prochaines étapes. Elle savait que ce n'était que le début d'un long voyage, mais elle était déterminée à le mener à bien, non seulement pour son fils, mais pour tous les enfants qui méritaient de grandir sans peur. La ville se tenait au bord d'une nouvelle ère, où la justice et la coopération communautaire pourraient enfin prendre le pas sur la peur et les préjugés. La voie à suivre était incertaine, mais pour la première fois depuis des années, il y avait un véritable sentiment d'espoir qui imprégnait les rues de la banlieue. Dans les semaines qui suivirent le point de bascule, la ville connut une série de changements rapides et profonds, certains attendus, d'autres surprenants. La première et la plus immédiate des conséquences fut l'arrestation préventive du sergent Dubois. Les preuves de sa corruption étaient irréfutables, et il faisait maintenant face non seulement aux accusations liées à l'incident avec Amadou, mais aussi à une série d'accusations d'association avec le crime organisé. L'image de l'ancien sergent escorté en prison, tête baissée et menotté, circula largement, symbolisant pour beaucoup la fin d'une ère d'impunité. Au sein de la police, une véritable révolution était en cours. Le commissaire divisionnaire Mercier, reconnaissant son échec à détecter la corruption sous son commandement, présenta sa démission. À sa place fut nommée la commandante Sarah Ndiaye, une officière respectée, connue pour son engagement en faveur de la réforme de la police et de l'engagement communautaire. Sa première action fut d'initier un audit complet du département, entraînant la suspension de plusieurs officiers soupçonnés de mauvaise conduite. La communauté, quant à elle, vivait un mélange complexe d'émotions. Il y avait un sentiment de victoire et d'autonomisation, en particulier parmi les jeunes qui se sentaient inspirés par le courage d'Amadou. Des groupes de discussion sur les droits civiques et la responsabilité policière commencèrent à se former dans les centres communautaires et les écoles. Cependant, il y avait aussi des tensions. Certains résidents, en particulier ceux ayant des membres de leur famille dans la police, se sentaient injustement suspectés. Il y eut des rapports de policiers honnêtes harcelés dans les rues, créant un nouveau ensemble de défis pour reconstruire la confiance entre la police et la communauté. Mariama se retrouva au centre d'une tempête médiatique. Les invitations pour des interviews et des conférences arrivaient quotidiennement. Elle devint une voix nationale dans la lutte contre les abus policiers et la discrimination raciale. Cependant, cette nouvelle notoriété apportait ses propres défis. Des menaces anonymes commencèrent à arriver, la forçant à envisager des mesures de sécurité pour sa famille. Amadou, maintenant vu comme un symbole de résistance et d'espoir, faisait face à ses propres luttes. À l'école, il oscillait entre des moments de confiance nouvellement acquises et des épisodes d'anxiété. Certains camarades le traitaient comme un héros, d'autres l'évitaient, craignant l'attention qui l'attirait. Le principal de l'école, reconnaissant la situation unique d'Amadou, mit en place des programmes de soutien psychologique non seulement pour lui, mais pour tous les élèves affectés par les récents événements. Sur la scène politique, l'affaire catalysa des changements significatifs. La maire de Paris, sentant le moment historique, proposa une série de réformes dans la sécurité publique. Parmi elles, la création d'un conseil de surveillance civile de la police, avec des représentants élus de la communauté. Cette proposition, bien que célébrée par les militants, rencontra la résistance des secteurs plus conservateurs et du syndicat de police. Les médias locaux et nationaux continuaient de suivre de près les développements. Léa Moreau, qui avait joué un rôle instrumental dans l'exposition de l'affaire, publia une série d'articles d'investigation sur la culture policière dans la ville.
Son travail non seulement remporta des prix, mais déclencha également des discussions importantes sur le rôle de la presse dans la surveillance du pouvoir public. Dans la sphère judiciaire, l'affaire d'Amadou créa des précédents importants. Le parquet, inspiré par la vague de changements, commença à réexaminer d'anciens cas d'abus policiers qui avaient été classés. Plusieurs familles, encouragées par le succès de Mariama, vinrent de l'avant avec leurs propres histoires d'injustice. Pendant ce temps, dans la banlieue, une transformation subtile mais significative était en cours. Les résidents, se sentant plus autonomes, commencèrent à s'organiser en associations de quartiers plus actives. Des projets communautaires, allant des jardins urbains au programme de tutorat pour les jeunes, fleurirent. Il y avait un sens renouvelé de fierté et de responsabilité collective. Cependant, tous les changements n'étaient pas positifs. Avec la chute du sergent Dubois et la déstabilisation de son réseau de corruption, un vide de pouvoir se forma dans le monde criminel souterrain. Des gangs rivaux commencèrent à se disputer le territoire, entraînant une augmentation temporaire de la violence dans certaines zones. À mesure que ces multiples conséquences se déroulaient, il devenait clair que la ville subissait une transformation profonde et irréversible. L'affaire d'Amadou avait soulevé le couvercle d'une boîte de Pandore de problèmes sociaux longtemps ignorés. Maintenant, pour le meilleur ou pour le pire, ces problèmes étaient exposés, exigeant attention et action. Mariama, observant tout cela, savait que le véritable travail ne faisait que commencer. Le vrai changement, réalisait-elle, viendrait non seulement des lois et des politiques, mais d'une transformation fondamentale dans la façon dont les gens se voyaient les uns les autres et leur communauté. Les mois qui suivirent furent une période de transformation intense, non seulement pour la ville, mais surtout pour Amadou et sa famille. Le processus de guérison et de croissance, tant personnel que collectif, battait son plein. Pour Amadou, le voyage de dépassement commença par la thérapie. Initialement réticent, il découvrit rapidement que les séances hebdomadaires avec Dr Camille Lefebvre, une psychologue spécialisée dans le traumatisme infantile, était un espace sûr pour traiter ses émotions. Progressivement, Amadou apprit à gérer les cauchemars récurrents et les moments de panique qui le saisissaient parfois dans les espaces publics. Un tournant significatif pour Amadou survint lors d'un projet scolaire sur les héros personnels. Alors que beaucoup de ses camarades choisissaient des célébrités ou des figures historiques, Amadou décida de parler de sa mère, Mariama. En préparant sa présentation, il ne reconnut pas seulement la force et le courage de sa mère, mais commença aussi à voir sa propre résilience sous un nouveau jour. La présentation d'Amadou émut ses camarades de classe et ses enseignants. Il parla non seulement de l'incident, mais aussi de ses conséquences. La lutte pour la justice, le soutien de la communauté et les changements pour lesquels il se battait. Ces mots inspirèrent ses pairs à réfléchir plus profondément aux questions sociales et à leur rôle dans la création du changement. Mariama, quant à elle, faisait face à ses propres défis. La soudaine notoriété et les responsabilités croissantes en tant que leader communautaire la laissaient souvent épuisée et dépassée. Reconnaissant le besoin de prendre soin d'elle-même pour pouvoir continuer son travail, elle commença à pratiquer la méditation et rejoignit un groupe de soutien pour les militants. Un moment crucial dans la croissance de Mariama vint lorsqu'elle fut invitée à parler lors d'une conférence nationale sur la réforme de la police. Initialement peu sûre d'elle, elle trouva sa voie en partageant non seulement l'histoire d'Amadou, mais aussi les histoires de tant d'autres familles affectées par les violences policières. Son discours émouvant et éloquent non seulement émut l'audience, mais attira également l'attention de législateurs influents. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante de réunions et d'interviews, Mariama trouva Amadou qui l'attendait. « Maman, dit-il, sa voix sérieuse, je veux créer un groupe de jeunes à l'école, pour enseigner aux enfants leurs droits et comment créer du changement. » Les yeux de Mariama se remplirent de larmes de fierté. Son fils ne surmontait pas seulement son traumatisme, il le transformait en une force pour le bien. Dans la communauté, le processus de guérison collective prenait diverses formes. Un groupe de jeunes artistes, inspirés par les événements récents, créa une fresque communautaire, dépeignant le voyage du quartier de l'oppression à l'espoir.
Le projet devint un point de rencontre pour des dialogues sur l'identité, la justice et l'avenir. L'école d'Amadou mit en place un nouveau programme axé sur les droits civiques et l'engagement citoyen. Les élèves étaient encouragés à réfléchir de manière critique sur les questions sociales et à développer des projets pour améliorer leur communauté. Amadou, trouvant un nouveau but, devint l'un des leaders étudiants les plus actifs, organisant des débats et des campagnes de sensibilisation. Au sein de la police, la commandante Ndiaye faisait face à la tâche difficile de changer une culture institutionnelle profondément enracinée. Elle mit en place des programmes de formation obligatoires sur les préjugés implicites et la désescalade des conflits. Plus significativement, elle lança un programme de police de proximité où les officiers étaient encouragés à construire des relations positives avec les résidents. L'un des moments les plus puissants de croissance vint lorsque la commandante Ndiaye organisa une rencontre entre policiers et jeunes de la communauté, incluant Amadou. L'événement, initialement tendu, évolua vers un dialogue franc et émouvant. De nombreux officiers, entendant pour la première fois les expériences des jeunes, commencèrent à réévaluer leurs approches et leurs préjugés. Amadou, en particulier, surprit tout le monde par sa maturité en s'adressant directement aux policiers. « Je ne veux pas avoir peur de vous », dit-il, sa voix tremblant légèrement. « Je veux pouvoir compter sur vous pour me protéger, tout comme vous devriez pouvoir compter sur notre communauté pour vous soutenir. » Ces mots eurent un impact profond, non seulement sur les présents, mais dans toute la ville lorsque la vidéo de la rencontre devint virale. C'était un témoignage vivant du pouvoir de la communication ouverte et de l'empathie mutuelle. Au fil du temps, des changements subtils mais significatifs commencèrent à se manifester. Les taux de criminalité dans le quartier commencèrent à baisser, non pas en raison de tactiques policières agressives, mais grâce à une combinaison de meilleures relations communautaires et de programmes de prévention. Les plaintes pour inconduite policière diminuèrent, tandis que les évaluations positives de la communauté envers la police augmentèrent progressivement. Pour Amadou, un moment particulièrement puissant de croissance vint lorsqu'il fut invité à parler lors d'une cérémonie de remise des diplômes pour de nouveaux policiers. Devant un public de jeunes officiers, il partagea son histoire et sa vision d'un avenir où la police et la communauté travailleraient ensemble en harmonie. « Ce qui m'est arrivé était terrible, dit-il, mais ça ne définit pas qui je suis ou qui vous êtes. Ce qui nous définit, ce sont les choix que nous faisons à partir de maintenant. Vous avez le pouvoir de faire la différence, d'être les gardiens dont notre communauté a besoin et mérite. » Ces paroles furent accueillies par une ovation debout, symbolisant un nouveau chapitre dans la relation entre les forces de l'ordre et la communauté. Mariama, observant son fils avec fierté, réfléchit au parcours extraordinaire qu'ils avaient effectué. L'incident qui avait failli détruire leur vie s'était transformé en un catalyseur de changements positifs qui allait bien au-delà d'eux. Alors que la ville continuait son voyage de guérison et de transformation, Amadou et Mariama devenaient des symboles vivants de résilience, de pardon et d'espoir. Leur histoire était un puissant rappel que même dans les circonstances les plus sombres, la croissance et le changement positif étaient possibles. 2 ans s'étaient écoulés depuis l'incident qui avait changé la vie d'Amadou et ébranlé les fondations de la ville. La date du procès final de l'ex-sergent Dubois approchait, apportant avec elle un mélange d'anxiété et d'attente qui imprégnait toute la communauté. Dans les semaines précédant le procès, la ville vivait dans un climat de tension croissante. Les médias locaux et nationaux commençaient à converger, ravivant l'intérêt du public pour l'affaire. Des journalistes parcouraient les rues du quartier d'Amadou, cherchant de nouvelles perspectives et des mises à jour sur la façon dont la communauté avait changé. Mariama, désormais une figure éminente dans les cercles de l'activisme social, se trouvait au cœur de la tempête. Elle passait ses journées en réunion avec des avocats, préparant son témoignage et élaborant des stratégies avec d'autres militants. Ces nuits étaient consacrées à apaiser Amadou, qui commençait à ressentir le poids de l'attention renouvelée. Amadou, maintenant âgé de 14 ans, faisait face à ses propres défis.
L'adolescent qui émergeait du traumatisme d'il y a 2 ans était plus fort, mais portait aussi des cicatrices invisibles. La perspective de revoir le sergent Dubois au tribunal faisait remonter des souvenirs qu'il luttait pour surmonter. Lors d'une nuit particulièrement difficile, Amadou confia à sa mère « Et si je n'étais pas assez fort pour l'affronter à nouveau ?» Mariama, les larmes aux yeux, serra son fils dans ses bras et répondit « Ta force ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans le fait de faire ce qui est juste, malgré la peur. » La veille du procès, une veillée silencieuse fut organisée dans le quartier. Des centaines de personnes se rassemblèrent, tenant des bougies et des pancartes demandant justice. L'événement, qui avait commencé dans le silence, se transforma progressivement en un forum improvisé où les membres de la communauté partageaient leurs histoires et leurs espoirs pour l'avenir. Pendant ce temps, au centre-ville, le climat était tout aussi tendu, mais pour des raisons différentes. Le syndicat de police avait organisé un rassemblement de soutien à Dubois, arguant qu'il était utilisé comme bouc émissaire pour des problèmes systémiques. Cette division claire entre les perspectives de la communauté et d'une partie des forces de l'ordre soulignait combien il restait à faire en termes de réconciliation et de réforme. La commandante Sarah Ndiaye, maintenant fermement établie dans sa position de leadership au sein de la police, faisait face à son propre dilemme. Elle savait que son témoignage au procès serait crucial, mais elle était également consciente que sa position critique envers Dubois et l'ancien système pourrait aliéner certains de ses officiers. Lors d'une réunion tendue avec son équipe de commandement, elle réaffirma son engagement envers la vérité et la justice, quelles que soient les conséquences personnelles ou politiques. La nuit précédant le procès, une pluie intense s'abattit sur la ville, comme si le ciel lui-même tentait de laver les tensions accumulées. Amadou, incapable de dormir, se tenait à la fenêtre de sa chambre, observant les gouttes de pluie ruisseler sur la vitre. Chaque goutte semblait porter un fragment de son histoire, un souvenir de ce qui s'était passé et un espoir de ce qui pourrait advenir. Mariama trouva son fils là, et ensemble, ils partagèrent un moment de silence contemplatif. « Demain, dit-elle doucement, il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit de justice et de s'assurer que ce qui t'est arrivé n'arrive plus jamais à un autre enfant. » Pendant ce temps, dans sa cellule, l'ex-sergent Dubois passait également une nuit blanche. L'homme qui se considérait autrefois comme un gardien de la loi faisait maintenant face à la perspective de passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Dans un rare moment d'introspection, il se demandait comment et quand les choses avaient si mal tourné. Le matin du procès, la ville se réveilla avec une énergie palpable dans l'air. Les rues menant au tribunal étaient bondées dès le petit matin, les manifestants des deux côtés prenant position. Des équipes de télévision installaient leur matériel, se préparant à diffuser en direct ce qui promettait d'être l'un des procès les plus significatifs de l'histoire récente de la ville. À l'intérieur du tribunal, les avocats des deux parties faisaient leurs derniers préparatifs. Le procureur révisait ses notes, déterminé à s'assurer que justice soit rendue. L'avocat de la défense de Dubois, quant à lui, se préparait à argumenter que son client était le produit d'un système défaillant, plutôt qu'un individu mal intentionné. À l'approche de l'heure du procès, Amadou et Mariama se préparaient à quitter leur domicile. Habillés formellement et se tenant la main, ils échangèrent un regard de détermination mutuelle, le moment qui définirait non seulement leur avenir, mais potentiellement l'avenir de toute la communauté, était arrivé. La salle d'audience était bondée lorsqu'Amadou et Mariama entrèrent, escortés par des huissiers. Le bourdonnement dans la salle cessa momentanément, tous les yeux se tournant vers le jeune garçon dont l'histoire avait captivé la nation. Amadou, visiblement nerveux mais déterminé, garda la tête haute en traversant l'allée centrale. La juge, une femme d'une 60aine d'années au visage sévère, ouvrit la séance. « Nous sommes ici aujourd'hui pour l'affaire de l'État contre Laurent Dubois, ancien sergent de la police nationale », annonça-t-elle, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. Le procureur, maître Philippe Rousseau, ouvrit les débats avec un discours puissant. Mesdames et messieurs du jury, cette affaire ne concerne pas seulement un incident isolé de brutalité policière.
Elle concerne un système qui a permis à de tels abus de se produire et de prospérer. Elle concerne la confiance brisée entre ceux qui ont juré de protéger et la communauté qu'ils étaient censés servir. La défense, menée par l'expérimenté maître Claire Dumont, répliqua en dépeignant Dubois comme le produit d'un système défaillant. « Mon client n'est pas un monstre, mais un homme façonné par des années de service dans des conditions extrêmement stressantes, sans le soutien et la formation adéquats. » Au fur et à mesure que les témoins étaient appelés, la tension dans la salle augmentait. Des officiers de police, des résidents de la communauté et des experts en usage de la force témoignèrent, chacun ajoutant une nouvelle couche de complexité à l'affaire. Le moment le plus attendu arriva lorsqu'Amadou fut appelé à témoigner. Le jeune homme de 14 ans monta à la barre des témoins, son expression mêlant peur et détermination. D'une voix tremblante au début, mais gagnant en force à chaque mot, Amadou relata les événements de ce jour fatidique. « Je jouais simplement avec mes amis, dit-il, ses yeux croisant brièvement ceux de Dubois. Et soudain, j'ai senti quelqu'un m'agripper. Quand j'ai vu le briquet, je n'avais jamais eu aussi peur de ma vie. » La salle était plongée dans un silence absolu, absorbant chaque mot. Amadou continua, décrivant non seulement l'incident, mais aussi son impact durable. « Pendant longtemps, j'ai fait des cauchemars. J'avais peur de sortir dans la rue, mais ensuite, j'ai réalisé que rester effrayé ne changerait rien. Je voulais faire une différence. » Lors du contre-interrogatoire, l'avocat de la défense tenta de suggérer qu'Amadou aurait pu mal interpréter les actions de Dubois, mais le jeune homme resta ferme dans son témoignage. Le tournant du procès vint avec le témoignage surprise de Claire, l'ex-femme de Dubois. Sa révélation sur l'historique de comportement abusif de Dubois à la maison jeta un nouvel éclairage sur le caractère de l'ancien sergent. Lorsque vint le tour de Dubois de témoigner, la salle se tendit. L'ancien sergent, maintenant l'ombre de l'homme imposant qu'il était autrefois, monta à la barre. Sa tentative initiale de justifier ses actions s'effondra rapidement sous le questionnement incisif du procureur. Dans un moment de rupture émotionnelle, Dubois finit par admettre « J'ai perdu le contrôle. J'ai passé des années à voir le pire de l'humanité et cela m'a transformé en quelque chose que je ne reconnais plus. » Le point culminant du procès vint avec les plaidoiries finales. Le procureur, dans un discours passionné, demanda au jury d'envoyer un message clair. Aucun enfant ne devrait vivre dans la peur de ceux qui ont juré de le protéger. Ce n'est pas seulement le procès d'un homme, mais celui d'un système qui a failli à sa communauté. La défense fit un dernier appel à la clémence, arguant que Dubois était autant une victime qu'un auteur d'un système brisé. Lorsque le jury se retira pour délibérer, la tension dans la salle était palpable. Amadou et Mariama attendaient, main dans la main, leurs visages reflétant l'anxiété que tous ressentaient. Après des heures qui semblèrent une éternité, le jury revint. Le silence qui tomba sur la salle d'audience était assourdissant. La présidente du jury, une femme d'âge moyen à l'expression grave, se leva pour lire le verdict. « Nous, le jury, déclarons l'accusé Laurent Dubois coupable de toutes les charges. » Un murmure collectif parcourut la salle. Amadou ferma les yeux, un mélange de soulagement et d'émotion sur son visage. Mariama le serra fort contre elle, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Dubois, en entendant le verdict, baissa la tête, le poids de ses actions semblant enfin s'abattre sur ses épaules. La juge, maintenant l'ordre dans la salle, prononça la sentence. 15 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle pendant les 10 premières années, ainsi que la perte permanente du droit de servir comme officier de police. Alors que Dubois était emmené, Amadou se leva. Dans un geste qui surprit tout le monde, il s'avança vers l'ancien sergent. Pendant un moment, leurs regards se croisèrent. Aucun mot ne fut échangé, mais quelque chose passa entre eux, une reconnaissance silencieuse, peut-être même le premier pas vers une forme de réconciliation. En sortant du tribunal, Amadou et Mariama furent accueillis par une foule de supporters. La scène était celle d'un soulagement collectif et d'une célébration contenue. Ce n'était pas seulement la fin d'un procès, mais le début d'un nouveau chapitre pour toute la communauté. Alors que les caméras flashaient et que les journalistes se bousculaient pour obtenir des déclarations,
Amadou regarda sa mère et dit doucement « C'est fini ?» Mariama, avec un sourire doux, répondit « Non, mon fils, maintenant, le vrai travail commence. » Dans les mois qui suivirent le procès, la ville connut une transformation profonde et durable. L'affaire d'Amadou était devenue un catalyseur pour des changements longtemps nécessaires, non seulement dans la police, mais dans toute la structure sociale de la communauté. Le département de police, sous la direction de la commandante Sarah Ndiaye, mit en œuvre des réformes complètes. De nouveaux protocoles de formation axés sur la désescalade des conflits et la sensibilité culturelle devinrent obligatoires. Un conseil de surveillance communautaire fut établi, donnant aux résidents une voix active dans les politiques de sécurité publique. Amadou, maintenant âgé de 15 ans, devint un symbole de résilience et d'espoir. Il commença à participer à des programmes de mentorat pour les jeunes à risque, utilisant son expérience pour inspirer d'autres à surmonter l'adversité. Sa présence dans les écoles et les centres communautaires était toujours accueillie avec enthousiasme et respect. Mariama élargit son travail de plaidoyer, fondant une organisation à but non lucratif dédiée à la promotion de la justice sociale et à la réforme du système judiciaire. Son travail inlassable commença à attirer l'attention nationale, l'amenant à être invité à parler dans des universités et à participer à des commissions gouvernementales. Le quartier où tout avait commencé connut une revitalisation remarquable. Des programmes de développement communautaire, dont beaucoup inspirés par l'histoire d'Amadou, fleurirent. Des centres de loisirs pour les jeunes, des programmes d'éducation civique et des initiatives d'entrepreneuriat local transformèrent le paysage physique et social de la zone. Un moment particulièrement émouvant se produisit lorsqu'Amadou fut invité à parler lors de la cérémonie de remise des diplômes de l'école de police. Devant une nouvelle génération d'officiers, il partagea son histoire non pas comme une accusation, mais comme un appel à la compassion et à la compréhension mutuelle. « Ce qui m'est arrivé n'a pas besoin de définir l'avenir », dit Amadou au cadet. « Vous avez le pouvoir d'écrire un nouveau chapitre dans les relations entre la police et la communauté. Un chapitre de respect, de compréhension et de véritable partenariat. » L'impact de l'affaire s'étendit au-delà des frontières de la ville. Les législateurs nationaux commencèrent à utiliser l'histoire d'Amadou comme une étude de cas pour proposer des réformes plus larges du système de justice pénale. Pendant ce temps, l'ex-sergent Dubois, purgeant sa peine, entama un processus de réflexion et de remords. Il commença à travailler avec des programmes de réhabilitation en prison, partageant son histoire comme un avertissement sur les dangers de l'abus de pouvoir et des préjugés. Par un après-midi tranquille, 5 ans après l'incident, Amadou et Mariama s'assirent sur le balcon de leur appartement, réfléchissant au chemin parcouru. Le quartier autour d'eux était presque méconnaissable, plus vibrant, plus sûr, plus uni. « Maman, » dit Amadou, sa voix chargée d'émotion, « penses-tu que nous avons fait une différence ?» Mariama sourit, regardant les enfants jouer librement dans la rue, les policiers patrouillant à pied et discutant amicalement avec les résidents. « Oui, mon fils, » répondit-elle, « nous avons fait plus qu'une différence, nous avons changé le cours de l'histoire. » Alors que le soleil se couchait sur la ville, illuminant le ciel de teintes d'espoir, il était clair que l'histoire d'Amadou n'était pas seulement une histoire de dépassement de l'adversité. C'était un témoignage du pouvoir de la résilience, de la force de la communauté et de la possibilité de transformer même les expériences les plus douloureuses en catalyseurs de changements positifs et durables. 10 ans après l'incident, Amadou, maintenant avocat fraîchement diplômé, marchait dans les rues de son ancien quartier. Les changements étaient visibles, des parcs rénovés, des écoles bien équipées et une atmosphère d'harmonie entre les résidents et la police locale. En passant devant le commissariat, Amadou remarqua une plaque commémorative qui racontait l'histoire de la transformation de la ville. Son nom y figurait, aux côtés de celui de sa mère et d'autres qui avaient lutté pour le changement. Un jeune officier de police le salua avec respect. Amadou sourit, réalisant que son parcours, bien que commencé dans la douleur, avait ouvert la voie à un avenir plus juste et compatissant pour tous.
Et les amis, si vous êtes arrivés jusqu'ici, cela signifie que vous avez suivi chaque moment de ce voyage incroyable. L'histoire d'Amadou nous montre que le changement est possible, mais qu'il dépend de chacun d'entre nous. Qu'en avez-vous pensé? Cette histoire a-t-elle touché votre cœur? Vous a-t-elle fait réfléchir sur les injustices autour de nous? Ne gardez pas ces réflexions pour vous. Partagez vos pensées dans les commentaires. Continuons ce dialogue inspirant. Et n'oubliez pas, si vous avez regardé jusqu'à la fin, commentez « J'ai regardé jusqu'au bout ». Votre participation compte. Oh, et restez à l'écoute pour la vidéo qui apparaîtra sur l'écran final. Il y a encore plus de contenu incroyable qui vous attend.